Le film Zoé la boxeuse, ou bien Zoé la boxeuse dans le film est un personnage complexe et à facettes multiples. Comment l'avez-vous découverte? Comment l'avez-vous conçue, Zoé? C'est toujours mystérieux l'origine d'un film. Je suppose que j'ai dû être travaillé, et peut-être que je le suis encore, par l'identité. L'identité masculine, féminine, le travestissement et tout ça. Bien que moi-même, je vous garantis que j'ai jamais essayé de me travestir, par exemple. Donc c'est ce premier désir de travailler sur l'identité sexuelle d'une personne. Et puis après ma rencontre avec un quartier qui s'appelle Pigalle. Et puis l'envie de parler de... C'était dans les années 90, hein, le film date de cette époque. De parler à cette époque où on ne parlait pas du tout des femmes boxeuses, de la boxe féminine. Donc, d'un côté, le travestissement, d'un côté, la boxe, et d'un autre côté, le quartier Pigalle. Et c'est l'ensemble de ces trois désirs qui a donné Zoé la boxeuse. Le film est présenté comme une enquête réelle sur un fait divers, comme s'il s'agissait d'un documentaire. Pourquoi cette approche? Parce que j'aime bien mélanger les lignes entre qu'est-ce qui est du documentaire, qu'est-ce qui est de la fiction. Là, par exemple, quand on parlera du dernier film que j'ai fait, qui est un film de fiction, il est aussi question d'une approche documentaire. Qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, c'est du documentaire ou c'est de la fiction? Mais moi, j'aime bien travailler dans cette zone un peu trouble où on ne sait plus si c'est un documentaire, si c'est une fiction. En tous les cas, si c'est du cinéma, pour moi, c'est ça qui est important. Documentaire, fiction, ce n'est pas vraiment mon problème. Et aussi, vous nous avez laissé un peu sur notre faim parce qu'on voulait en savoir plus sur Zoé. Déjà, vous ne lui avez pas adressé la parole. Tout le monde parle d'elle, sauf elle-même. Oui, c'était plus fort par rapport au mystère. C'est aussi euh, comment les médias peuvent s'emparer, comment un journaliste peut faire parler des gens et puis comment cette possibilité d'interviewer les gens n'arrive pas à percer le cœur du personnage. Donc ça, plus les gens parlent et plus elle est mystérieuse. Donc c'était voulu qu'elle ne parle pas. Dans son comportement, une fois on a eu une embrouille dans la rue, quoi. Il est intervenu, je te dis pas, quoi. C'était pas le comportement d'une nana. Je sentais presque le comportement de quelqu'un qui se défendait comme un mec, quoi. D'ailleurs, j'ai appris par la suite, par les journaux, justement, qu'elle avait fait des combats de boxe et ça m'étonne pas aujourd'hui, quoi. Parce que je l'ai vu à ses mains, je voyais que c'est quand même une personne marquée, quoi. Et aussi, c'est un film qui a été fait dans les années 90, mais il est, on peut dire, il est d'actualité aujourd'hui parce qu'on voit le travail des médias aussi, dans le travail d'inquisition dans la vie des gens. Oui, à l'époque, c'était pas du tout Lars von Trier, par exemple, des années après Zoé la boxeuse, a utilisé ce qu'il appelait le dogme, filmer en petite caméra et puis mettre ça sur support film et tout. Déjà à l'époque, avant tout ça, instinctivement, j'avais envie de travailler là-dessus. Et plus tard aussi, la télé-réalité est arrivée dans les années 90. Il n'y avait pas encore toutes ces émissions de télé-réalité, du travail sur le vrai, travailler avec des vrais, avec des vraies personnes. Et ce travail entre le vrai et le faux, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Donc l'idée, c'était de faire quelque chose de totalement faux, parce que rien n'existe. Zoé la boxeuse n'a jamais existé. Le fait divers, je l'ai inventé. Tous les gens racontent n'importe quoi parce que je rencontre une personne et je lui dis bon, bah, tu vas parler de Zoé la boxeuse, c'est ça, ça et ça et ça, et la personne improvise après. Donc, Donc ce ne sont pas des acteurs professionnels. Donc. La plupart, non, non, de mémoire, non, il n'y a aucun acteur professionnel dans le film.
Aussi, ce film, il marque le début d'un parcours donc socio-humaniste avec un intérêt marqué pour les marginaux, les groupes défavorisés disons les minorités ethniques. Comment avez-vous développé cet intérêt? Ethnique et pas ethnique, parce que Zoé la boxeuse, c'est une blanche. Non, je parle Les après, pauvres, on va dire, après il y a les gitans par exemple, Ouais, vous êtes, ouais, vous ouais, êtes c'est vrai, c'est intéressé vrai. aux gitans. Parce que il se trouve que les gens les plus pauvres de la société française, mais pas seulement française, la société enfin mondiale ou européenne, ce sont des gens de couleur. En France, ce sont les Africains, les Maghrébins, et puis les Gitans qui sont encore en dessous, et puis les Roms maintenant qui sont les nouveaux arrivants, et puis toute cette vague d'immigration, enfin de réfugiés qui arrivent d'Éthiopie, de Somalie, de Syrie, et qui sont dans les rues de Paris les plus pauvres parmi les pauvres. Et c'est vrai que ça m'intéresse de donner la parole à des gens qu'on n'écoute pas, qui n'ont pas les moyens de parler. Moi, faire un film avec Gérard Depardieu et Catherine Deneuve, ça ne m'intéresse pas vraiment. Il y a des petits qui passent là. C'est chez nous ici, tu as compris? Et aussi, donc, vous êtes franco-tunisien et parfois, bon, souvent disons, on attend de quelqu'un d'origine nord-africaine de faire des films seulement sur les nord-africains. Mais vous êtes des parties de ça depuis dès le début. Mais vous avez retourné, ou vous avez abordé ce sujet avec Chouf. Le film, il a été conçu comme un drame shakespearien ou plutôt peut-être une tragédie grecque, où la chute du héros est inévitable. Pourquoi? Pourquoi c'est une tragédie? Parce que j'imaginais pas traiter de ce sujet, c'est-à-dire le déterminisme social en fin de compte. C'est comment on est du mauvais côté de la barrière, qu'on a tout pour réussir, que mon personnage est un jeune qui fait des brillantes études dans un quartier où les jeunes ne vont pas à l'université, qu'il a des parents dans un quartier où il y a beaucoup de foyers monoparentaux, et que malgré tout ça, ce jeune va sombrer. J'avais envie de parler de cette inégalité des chances. Un snack diététique halal. Snack diététique et halal. C'est compatible ça? Et en parlant des caractères et des personnages de votre film Chouf, ils sont très, très variés et très attachants, chacun à sa manière. Et ils ont été admirablement interprétés. Qui vous a inspiré ces caractères? La réalité m'a inspiré ces caractères. C'est pour ça que je vous ai dit que je suis parti vivre à Marseille. J'ai passé plusieurs années. Ça fait 3 films que je fais en 20 ans à Marseille. Le premier, c'était Bye Bye avec Sami Bouajila, qui est un acteur très connu maintenant en France. Le deuxième, c'est Khamsa, avec des petits jeunes des quartiers. Et il s'est passé 20 ans de Bye Bye à Chouf. Donc en 20 ans, j'allais très souvent à Marseille pour finir par y habiter. Et j'ai énormément rencontré, comme un journaliste, comme un reporter d'investigation, j'ai interviewé des milliers de jeunes et après j'ai écrit ma fiction en m'inspirant énormément de ce que j'avais vu dans la réalité. Pour parler un peu de votre parcours, vous avez fait quelques échappées dans le documentaire, par exemple, sur un film sur Ken Loach. Pourquoi avoir choisi ce réalisateur? Ah mais moi, je n'ai pas choisi. C'était juste après Bye Bye, c'est-à-dire il y a 20 ans. J'étais un cinéaste jeune, en vogue et tout. Mon film avait relativement bien marché. Très bien marché. Hein. Avait bien marché. Et il avait été à Cannes à un certain regard. Je commençais ma carrière, en gros. Et on est venu me chercher pour faire un film sur Ken Loach parce que plusieurs cinéastes avaient déclaré forfait. C'est très difficile de filmer Ken Loach. Maintenant, il se laisse plus facilement filmer. J'ai vu qu'on avait fait un documentaire sur lui, interactif, sur la méthode Ken Loach. Mais à l'époque, il y a 20 ans, c'était très compliqué. Et moi, je ne connaissais pas son cinéma avant qu'on me propose de le rencontrer. Donc quand j'ai rencontré Ken Loach, j'ai vu ses films. Et ça m'a plu. Et l'homme m'a plu. Et on est parti. Voilà. Il me plaît toujours d'ailleurs.
I can't see him. Votre engagement social et politique est assez clair. Comment ceci peut se traduire dans une série télé? Et est-ce que ce médium vous permet de vous exprimer dans cette ligne? Oui, oui, je pense que la série télé permet, si on la finance, si on l'autorise, permet, comme HBO c'est fantastique parce que ça a permis de dire des choses. Ça permet de développer. Vous m'avez dit tout à l'heure, pourquoi Chouf, vous n'avez pas parlé des blancs par exemple. Bon ben là je pourrais parler des blancs, je pourrais parler des verts, des jaunes et des bleus. Je pourrais développer un peu plus les choses. En 1h30, 2 heures, on ne peut pas développer. Donc ça je trouve ça fantastique pour un auteur, pouvoir développer. Et les contraintes donc, du travail pour la télévision? La contrainte, pour moi, c'est est-ce qu'on va me laisser être le showrunner de ma série? C'est ça la contrainte. Je veux être comme sur mes films, être le capitaine à bord. Je veux diriger l'écriture à 100%, je veux diriger à 100% la réalisation, même si je n'écris pas tout seul et je ne réalise pas tout seul. C'est ça la plus grande contrainte. Quand je fais un film d'1h30, 2 heures, je sais que c'est déjà une bataille avec les financiers et le producteur, mais c'est plus facile à maîtriser. C'est ça ma contrainte. Donc, votre engagement est beaucoup plus clair dans le film que vous avez fait sur les refusniks druzes, donc les Druzes qui refusent de servir dans l'armée israélienne. Parlez-nous du film, comment ça a commencé et comment ça s'est développé. Bon, je vais être assez direct. Moi, j'ai toujours été engagé en faveur du peuple palestinien qui, selon moi, subit une injustice infamante. Donc, à partir de là, j'ai jamais pu rien faire concrètement. Je ne suis pas guerrier et, par contre, je suis cinéaste. Et j'ai eu l'opportunité de défendre un jeune garçon qui s'appelle Omar Saad, qui est refusnik et qui est, selon moi, un jeune héros anonyme qui a décidé de ne pas faire son service militaire dans l'armée israélienne parce que, selon lui, il est musicien et il ne doit pas porter une arme, surtout pas une arme qui doit se retourner contre son peuple parce qu'il est druze et palestinien. Faire un film comme ça en France ou en Europe, où 99% de la population ne sait pas ce que c'est un druze, ne connaît rien à la vie de ces Palestiniens qui sont aussi israéliens. Pour moi, c'était intéressant. Je trouve que, et sans aussi faire un film qui soit un film engagé frontalement. Oui, les Palestiniens, on a l'habitude de les voir dans les camps de réfugiés, une arme à la main, une Kalachnikov, tout ça c'est fini. Là, on voit des jeunes qui s'expriment couramment en anglais, qui sont habillés comme vous et moi, qui fréquentent une des bonnes écoles, qui jouent au tennis, totalement occidentalisés, puisqu'ils sont dans la société israélienne. Mais ils ne sont pas diabolisés aussi. Pas du tout diabolisés. Et Omar le dit, je ne veux pas porter une arme, et c'est un combat universel de refuser de faire le service militaire. Donc moi je me suis dit ça c'est bien parce que c'est universel. En même temps on peut parler de la Palestine, des Palestiniens qui vivent en Israël aussi, qui refusent de retourner leurs armes contre leurs frères. Voilà, pour moi c'est important. Ça parlera d'amour, d'art, de marionnettes et tout, mais de la Palestine aussi. Karim Dridi, merci infiniment. Merci à vous, merci.